La phase de transition vers l'âge adulte peut devenir une épreuve difficile lorsque les décisions impulsives mènent parfois à des conséquences irréversibles. Cette histoire s'est déroulée dans la petite ville américaine de Newport Richey, en Floride. Cette banlieue tranquille d'environ 15 000 habitants s'étend non loin de Tampa, dans une région pittoresque aux nombreuses plages. L'atmosphère de vacances et le faible taux de criminalité donnaient un sentiment de sérénité et de calme. Normalement, les incidents locaux ne dépassaient pas le cadre des délits mineurs. C'est pourquoi les événements de 2002 ont profondément choqué les résidents. Au début des années 2000, la famille Ashbrook s'y était installée. Tara et Robert avec leurs enfants. Les époux avaient de 2 filles adolescentes, dont Joshan était l'aînée. Elle est née le 21 février 1986 dans la petite ville de Kokomo, Indiana. Les difficultés à trouver du travail ont forcé la famille à déménager à Newport Richey. Dans leur nouveau lieu de résidence, Tara et Robert ont trouvé un bon emploi et la vie a commencé à se stabiliser. Les époux vivaient en harmonie. Ils s'efforçaient de donner à leur fille tout ce qui était nécessaire à leur développement. Quand Robert remarqua l'intérêt de Joshan pour la musique et la danse, il proposa de la soutenir. Ainsi, Joshan commença à prendre des cours de musique et à suivre des cours de chant. Joshan partageait son enthousiasme créatif avec sa sœur cadette. La sœur cadette admirait l'aîné et voulait lui ressembler. La faible différence d'âge les aida à devenir des amis proches. Ce qui avait commencé comme un simple hobby devint avec le temps une occupation sérieuse pour Joshan. Quand les parents remarquèrent son aspiration, ils commencèrent à soutenir leur fille, l'emmenant à des concours et des événements qui pouvaient aider à développer son talent. Tout cela se passait au début d'Internet et Joshan comprit que l'activité pourrait l'aider à s'établir dans le show business. Le plus grand rêve était une carrière de chanteuse qui pourrait apporter à la fois joie et revenus dignes. Elle prenait cette occupation tellement au sérieux qu'il semblait qu'une future star se tenait devant nous. Dans sa ville, elle était déjà connue pour son talent, ce qui ne faisait que renforcer sa quête du succès. Elle se produisait fréquemment lors d'événements locaux. Dès ses premières années d'école, elle commença à écrire des poèmes et des paroles de chansons. Plus tard, elle se lia d'amitié avec de jeunes musiciens. Pendant sa scolarité, elle réussit à enregistrer quelques-unes de ses propres chansons. Pour les enregistrements, elle visitait un studio de musique où Joshin ne demandait pas d'argent à ses parents mais utilisait ses propres économies. Ensuite, elle commença à visiter différentes compagnies de musique et stations de radio. Elle proposait ses enregistrements dans l'espoir d'attirer l'attention et de trouver un producteur. Dans l'industrie musicale, il était difficile de s'établir, donc le succès vertigineux ne vint pas. Joshin avait différents plans pour l'avenir. Les parents discutaient souvent avec elle de différents projets de vie pour assurer un avenir stable. La carrière musicale restait son rêve principal, mais elle envisageait aussi d'autres voies. Elle s'intéressait aux sciences juridiques. C'est pourquoi Joshin pensait à des études universitaires parallèlement à la musique. Selon son plan, les revenus de la musique aideraient à financer les études. En 2000, commença pour Joshin une phase difficile de passage à l'âge adulte. À cette époque, les conflits avec les parents s'intensifièrent, principalement à cause de sa passion pour la musique. De plus en plus de temps était consacré au chant, à l'écriture de chansons, aux enregistrements en studio et aux rencontres avec des amis. Cela affecta ses performances scolaires. Les notes se détériorèrent et les parents ne pouvaient pas influencer la situation. Les nouvelles fréquentations causaient aussi des soucis. Joshin passait du temps avec un groupe qui semblait inapproprié aux parents. La famille insistait pour qu'elle se concentre sur ses études. Les parents s'inquiétaient du comportement de leur fille, essayaient de canaliser son énergie dans la bonne direction.
de la persuader de bien finir l'école et de poursuivre ses études, tandis que la musique devrait rester un hobby. Il craignait que sans éducation, il serait difficile de réussir dans n'importe quel domaine. Cependant, les tentatives d'aide ne menaient qu'à des conflits. Après une autre dispute, Joshin quitta la maison sans permission pour la première fois, et cela commença à se répéter. Les parents essayèrent de limiter sa liberté, mais sans succès. Elle sortait presque chaque nuit et ne revenait que le matin ou après quelques heures. Au début, cela causait beaucoup d'inquiétude, mais progressivement, Tara et Robert comprirent que la sévérité n'aiderait pas. Ils décidèrent de relâcher un peu le contrôle pour améliorer la relation avec leur fille. Joshin continuait à sortir, mais les parents ne s'inquiétaient plus autant, car ils comprenaient que c'était une façon d'attirer l'attention. Le soir du 30 juillet 2002, Joshin sortit comme d'habitude avec des amis. Elle rentra de la fête vers 2 heures du matin, dépassant à nouveau l'heure de retour fixée par les parents. La mère se réveilla au bruit de la porte qui s'ouvrait. Quand elle rencontra sa fille, elle remarqua immédiatement des signes qu'elle ne s'était pas contentée de conversations entre amis. La femme commença à réprimander Joshin pour sa désobéissance et lui demanda de rompre le contact avec cette compagnie douteuse. Robert, observant la scène familiale répétée, décida de ne pas intervenir et alla se coucher. Quand la mère se retrouva seule avec sa fille, elle ne put la retenir, et Joshin quitta à nouveau la maison. Après s'être calmée, la mère alla se coucher en espérant une réconciliation le matin. Cependant, au réveil, les parents remarquèrent l'absence de Joshin, ce qui était inhabituel. Les inquiets Tara et Robert essayèrent de joindre leur fille par téléphone, mais le téléphone était éteint. Ils commencèrent alors à appeler tous les amis de leur fille. Malgré les difficultés de communication, la mère connaissait les contacts de tous les amis de sa fille, chez qui elle aurait pu rester. Mais personne ne l'avait vue. Les époux vérifièrent tous les endroits où Joshin apparaissait habituellement pendant ses absences, mais sans succès. La mère commença à paniquer et le père se rendit au bureau du shérif pour signaler l'incident. Cependant, les autorités locales connaissaient bien Joshin pour des signalements similaires et réagirent sans inquiétude particulière à la situation. Les policiers conseillèrent aux parents de rentrer chez eux et d'attendre, leur rappelant que la jeune femme était toujours revenue d'elle-même jusqu'à présent. Au poste de police, les parents ont signalé une récente dispute et que Joshan n'était pas rentrée le matin, ce qui était totalement inhabituel pour elle. Aucun de ses amis ne connaissait sa localisation. Malgré les circonstances inhabituelles, les policiers supposaient que la jeune femme avait simplement besoin de temps pour se calmer après la dispute et qu'elle reviendrait en sécurité. Selon les règlements, 24 heures devaient s'écouler depuis la disparition avant que la recherche puisse officiellement commencer. Tara et Robert sont rentrés chez eux, espérant y trouver Joshan. Sans perdre de temps, ils ont parcouru la ville avec leur fille cadette, mais la recherche est restée infructueuse. Le lendemain matin, un électricien qui passait sur le chemin du travail près de la forêt de Shady Hills Road remarqua quelque chose d'inhabituel. Cette section de route avait toujours été calme et paisible, et rien d'étrange ne s'y était jamais produit. Quand il s'approcha et vit une silhouette immobile, il alerta immédiatement la police. Les forces de l'ordre arrivées sur place établirent l'identité de la personne trouvée. Après avoir vérifié les récents signalements de personnes disparues, ils reconnurent qu'il s'agissait de Joshan. La photo fournie par la famille ne put aider à l'identification. Les autorités décidèrent de ne pas se précipiter pour inviter les proches. Sur le lieu de la découverte, des effets personnels de Joshan furent trouvés. L'examen médical apporta des résultats inattendus. Bien que les enquêteurs aient initialement suivi certaines théories, celles-ci ne se confirmèrent pas. Les experts découvrirent plusieurs blessures dans la partie supérieure du corps, ce qui indiquait une altercation sérieuse.
Sur le lieu de la découverte, les traces indiquaient une altercation sérieuse. Le type de traces suggérait un long combat avant que tout ne se termine. Les experts établirent immédiatement qu'il s'agissait d'un incident intentionnel. La résistance déterminée de Joshin aida les enquêteurs à sécuriser des preuves importantes. Les experts trouvèrent des traces biologiques, particules et cheveux restés après le contact. L'analyse minutieuse de la scène de crime révéla que tout s'était passé ailleurs et que Joshin avait été amené ici plus tard, possiblement pour égarer les enquêteurs. Dans la zone boisée, des traces de pneus d'un véhicule furent trouvées. Cela s'avéra être une preuve importante, car les traces ne pouvaient avoir été créées qu'à un moment précis, quand il pleuvait. Comme l'endroit était peu fréquenté, les empreintes restèrent très nettes, fournissant des données précises. Les experts prélevèrent aussi des échantillons de sol, des traces de pneus pour analyse. Après confirmation de l'identité de Joshin, la triste nouvelle fut transmise aux parents. Ils durent passer par une procédure d'identification difficile. Lors du premier entretien avec la police, Tara mentionna un voisin nommé John Hanson, un homme d'environ 60 ans. Selon la femme, beaucoup le regardaient avec méfiance. Elle se souvenait de cas de comportement inapproprié de sa part et de rumeurs concernant des problèmes avec la loi. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent à l'adresse indiquée, ils ne trouvèrent que Madame Hanson. Elle rapporta que son mari avait déménagé quelques mois avant l'incident. Ils vivaient loin, ils prévoyèrent de divorcer. Selon ses déclarations, il n'était pas en ville au moment de l'incident. En vérifiant les informations sur John, les enquêteurs ne trouvèrent aucune violation légale ou incident mentionné par Tara. Sa biographie s'avéra irréprochable. Il fut donc exclu du cercle des personnes d'intérêt pour l'enquête. Comme il n'y avait pas d'autres versions, les enquêteurs se concentrèrent sur l'examen des preuves existantes. Une attention particulière fut portée aux traces de pneus et aux matériaux biologiques trouvés sur la scène de crime. Les experts examinèrent soigneusement les empreintes de pneus. Il s'avéra qu'un tel profil ne se trouve que sur 7 marques rares de pneus, ce qui réduisit considérablement le champ de recherche. L'analyse de la profondeur des traces montra qu'elles provenaient d'un véhicule de taille moyenne, possiblement un grand pick-up ou une camionnette. À ce moment, une femme vint au poste de police avec des informations importantes. Elle avait rencontré Joshan le matin du 30 et 1 juillet, quelques heures après qu'elle eût quitté sa maison. Selon le témoignage, une jeune femme qui s'était présentée comme Joshan avait appelé tôt le matin pour demander son fils. Apprenant que le jeune homme n'était pas là, l'inconnu demanda la permission de laisser une lettre pour lui. La propriétaire de la maison accepta, et vers 9 heures du matin, la jeune femme apporta l'enveloppe. Le témoin rapporta que Joshan était arrivé dans un pick-up rouge. Au volant se trouvait un homme d'âge moyen, aux cheveux courts. Durant la brève rencontre, la femme remarqua seulement que la jeune femme était pressée. Elle ne put pas voir clairement le visage du conducteur. En plus de la lettre, le témoin remit aux enquêteurs le numéro de téléphone d'où la jeune femme avait appelé. Cette information intéressa la police, car la description de la voiture correspondait aux preuves. Le contenu de la note s'avéra ordinaire. Joshan informait le jeune homme de la fin de leur relation. Le numéro de téléphone s'avéra être une piste importante. Les enquêteurs appelèrent immédiatement. Celui qui répondit se présenta comme Philippe Partin. Il raconta que le 31 juillet tôt le matin, il rentrait chez lui avec sa fille et vit une jeune femme faisant du stop au bord de la route. Il décida d'aider et s'arrêta. C'était Joshan, qui lui demanda son téléphone et appela une femme. Ensuite, elle lui demanda de la conduire à une maison spécifique pour remettre une enveloppe à une connaissance. Philippe accepta. En chemin, ils s'arrêtèrent à un supermarché, après quoi la jeune femme disparut quelque part.
Les policiers écoutèrent l'histoire et invitèrent Philippe à venir faire une déclaration officielle au poste. Bien que l'homme eût promis de venir, il n'apparut ni ce soir-là, ni le lendemain. Cela rendit les enquêteurs méfiants. D'autres tentatives de le contacter restèrent infructueuses. Le téléphone ne répondait pas. Cela renforça les soupçons et les enquêteurs décidèrent de vérifier le propriétaire du numéro. Une révélation inattendue survint. Philippe Partin n'était pas un simple conducteur occasionnel, mais un homme avec un passé criminel. Il avait commis des crimes graves et figurait sur la liste des suspects dans l'affaire d'une fille disparue quelques années auparavant, quand il avait 37 ans. De plus, il était lié à un incident mystérieux où le professeur de mathématiques Gary Thorne avait été trouvé dans des circonstances suspectes dans sa propre maison. Toutes les preuves pointaient vers Philippe. Il tenta de fuir, mais fut retrouvé en 1989. Lors de la perquisition, des objets disparus de la maison du professeur de mathématiques furent trouvés chez le suspect. Cette découverte devint une preuve importante de son implication dans l'incident. Bien que Philippe n'ait pas admis sa culpabilité, le tribunal le condamna à 17 ans de privation de liberté. Après la condamnation, ses défenseurs continuèrent à se battre pour une réouverture du dossier. Ils pointèrent de nombreuses erreurs de procédure de la part du juge. Ils réussirent finalement à obtenir un nouveau procès, par lequel la peine fut réduite à 6 ans. Philippe fut libéré et trouva un travail comme ouvrier sur un chantier. Là, il rencontra la contremaître Martha, qui élevait seule une fille. Plus tard, ils eurent une fille ensemble, Patricia. Avec le temps, leur relation se détériora pour des raisons inconnues. Après la séparation, une bataille pour Patricia commença. Étonnamment, Philippe réussit à obtenir la garde complète, malgré son passé et son comportement inquiétant. Jusqu'en 2002, ils continuèrent à vivre ensemble. Il s'avéra que cet homme au passé difficile fut le dernier à avoir eu contact avec Joshin disparu. Les enquêteurs comprirent qu'ils avaient peut-être négligé une piste importante dans cette affaire. Ils tentèrent de joindre Philippe par téléphone, mais sans succès. Ils décidèrent alors de vérifier le supermarché qu'il avait mentionné. Les enquêteurs demandèrent les enregistrements de surveillance et les examinèrent soigneusement. L'enregistrement confirma sa déclaration. À 8h48, sa voiture apparut sur le parking du centre commercial. Joshin et sa fille étaient avec lui. Ils firent soin des achats et partirent. Plus tard, Joshin remit une note à la mère de son ex-petite amie. On suppose que quelque chose de grave se produisit ensuite. Malheureusement, en raison du peu de caméras dans la zone, le trajet ultérieur de la voiture ne put être suivi. Une vaste recherche de Philippe commença, devenant l'une des plus discutées aux États-Unis en raison de la large couverture médiatique. Des centaines d'indices furent reçus. La vérification de chacun prit beaucoup de temps. Parmi les nombreux signalements à la police, une information vraiment importante émergea. Une connaissance de Philippe, qui avait vécu avec lui ces derniers mois, même après l'incident avec Joshin, se présenta au poste de police. Une inquiétude particulière concernait le fait que la fille de Philippe n'était pas dans la maison pendant cette période. Au moment du contact avec la police, Philippe avait déjà quitté l'appartement et son ami ne connaissait pas sa nouvelle localisation. Cela aida au moins à déterminer l'ancienne résidence et à trouver des preuves importantes. Lors de la perquisition de la chambre, une table de nuit avec des traces de javel et des traces à peine visibles que les experts relièrent à Joshin fut découverte. Un pick-up rouge était également enregistré au nom de Philippe. Suite à cela, il fut officiellement placé sur la liste des suspects. Outre sa disparition, les enquêteurs s'inquiétaient du manque d'informations sur sa fille que le voisin n'avait plus vue depuis un certain temps. Les autorités étaient préoccupées par son bien-être
et la possibilité qu'elle soit utilisée comme bouclier lors d'une tentative d'arrestation. Le lendemain, une femme nommée Martha, qui avait vu l'avis de recherche aux informations, se présenta. Elle se présenta comme l'ex-femme de Philippe et rapporta une récente rencontre avec lui quelques jours avant la disparition de Joshin. Selon ses dires, il se comportait comme d'habitude de manière hostile, mais étonnamment après l'incident, il lui amena sa fille. Cela dissipa les inquiétudes sur le sort de la jeune personne. Elle était sous la garde de sa mère. De plus, les enquêteurs eurent l'opportunité de parler avec un témoin important qui avait vu Joshin. Lors de la conversation avec la fille de Philippe, il s'avéra qu'une nuit, pendant un trajet avec son père, elle s'était endormie et s'était réveillée quand une jeune femme inconnue monta dans la voiture. L'inconnue se présenta comme Joshin et partagea son histoire avec Philippe. Elle parla de sa décision de quitter la maison et de voyager en autostop. Sa destination était Los Angeles, où elle rêvait de présenter ses chansons et de commencer une carrière de chanteuse. Bientôt, elle demanda un téléphone, puis ils allèrent à un magasin et s'arrêtèrent devant une maison. Plus tard, le groupe alla à la rivière où ils passèrent du temps à pêcher et nager. À un moment donné, la fille de Philippe s'assoupit et quand elle se réveilla, Joshin n'était plus dans la voiture. Il parut inhabituel que le père n'explique pas la disparition de la passagère, mais amène simplement sa fille chez sa mère. Cela semblait étrange, car normalement il évitait les rencontres avec son ex-femme et était réticent à laisser sa fille partir, même pour de courtes visites. Ces circonstances soulevaient de plus en plus de questions. Ensuite, Philippe lui-même commença à contacter la police. Il se moquait ouvertement des forces de l'ordre et appelait de différents endroits. Quand les officiers arrivaient sur le lieu de l'appel, il avait déjà disparu. Après plusieurs incidents de ce type, les appels cessèrent et Philippe disparut pendant de longs mois. Les autorités le perdirent de vue. Il semblait s'être évaporé sans laisser de traces de sa présence. Il se cacha si habilement que la police soupçonna qu'il avait quitté le pays. La percée inattendue survint presque 1 an plus tard, lorsqu'un policier en patrouille découvrit lors d'un contrôle de routine une voiture similaire au véhicule de Philippe. La piste apparut enfin, bien que le pick-up fût déjà utilisé par une autre personne. Cette connaissance de Philippe aida à trouver sa trace. Il s'avéra qu'il vivait tout ce temps chez un voisin, sans enregistrer de papier, ce qui l'aida à rester inaperçu. Quand la police détermina finalement sa localisation, ils procédèrent avec une extrême prudence pour ne pas l'effaroucher. Les forces de l'ordre trouvèrent le suspect à Fayetteville, Caroline du Nord. Après son arrestation le 28 octobre 2013, des échantillons de cheveux furent prélevés pour comparaison avec les preuves dans l'affaire Joshin. L'analyse montra une correspondance. Les traces de pneus de son pick-up correspondaient également aux empreintes trouvées sur la scène de crime. Malgré les preuves rassemblées, le détenu refusa de parler aux enquêteurs et nia toute implication dans les événements. Selon la version présentée par le procureur au tribunal, Joshin, après avoir quitté sa maison, monta dans la voiture d'un étranger. Il gagna sa confiance car il voyageait avec une jeune accompagnatrice. L'homme lui prêta son téléphone, l'aida avec les courses et l'envoi d'une lettre pour gagner sa confiance. Plus tard, quand son accompagnatrice s'endormit, la situation changea. Joshin résista, ce qui conduisit à des conséquences tragiques. Ensuite, il l'amena dans son appartement. Par la suite, l'homme amena l'accompagnatrice endormie chez sa mère, retourna chez lui, nettoya et conduisit vers une zone boisée isolée en Floride. Les procès furent particulièrement difficiles pour Tara et Robert, les parents de Joshin. Chaque fois que la femme regardait par hasard dans sa direction, il répondait par des clins d'œil et des sourires. L'accusé ne montra aucun remords. Bien que Philippe Partin n'ait pas avoué sa culpabilité, les preuves parlaient d'elles-mêmes.
le jury rendit un verdict de culpabilité. Le 1er décembre 2008, il fut condamné, par 9 voix contre 3, à la peine maximale appliquée en Floride. Des années d'appel suivirent, pendant lesquelles le condamné fut détenu dans une unité spéciale. Finalement, en 2024, la sentence fut commuée en prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle.